Excellent vendredi à tous. Mes chers amis, je vous salue. Je résiste difficilement à l'envie de vous donner lecture de quelques extraits de l'ouvrage que voici. Jacques Beau, Mensonges politiques et stratégie fatale de l'Occident. Un ouvrage que je voudrais recommander ardemment à l'Afrique des libertés. Jacques Beau. Terrorisme, mensonges et stratégie fatale de l'Occident, publié aux éditions du Rocher. Ceux d'entre vous qui peuvent acheter par Amazon peuvent facilement se faire livrer ce livre chez eux. J'en recommande la lecture et la disponibilité chez toutes les Africaines et les Africains qui argumentent sur les réseaux sociaux pour l'émancipation de l'Afrique. L'ouvrage est intéressant parce que c'est un ouvrage qui est rempli de références. C'est un ouvrage qui a l'avantage de donner toutes les archives et toutes les sources, permettant à chacune et à chacun d'aller au besoin à la source elle-même de l'information que l'auteur met à notre disposition. Je vous donne d'abord lecture de la 4e de couverture de ce livre. Le terrorisme doit être combattu, mais des réponses martiales sans stratégie, souvent imposées au mépris du droit international, n'ont fait qu'amplifier le problème. La violence d'aujourd'hui a été provoquée par des gouvernements occidentaux en quête de succès extérieurs pour compenser leurs déboires en politique intérieure. Le terrorisme est né d'une résistance djihad contre les interventions militaires occidentales, presque toujours illégitimes et souvent illégales, oubliées ou camouflées par des mensonges. Faiblesse analytique, manque d'anticipation, immobilisme stratégique et absence de réflexion ont créé Al-Qaïda, puis généré l'État islamique. Les attentats de janvier et novembre 2015 à Paris, puis de mars 2016 à Bruxelles, ont ainsi été la conséquence évitable d'un aventurisme meurtrier qui a débuté en Libye et armé les djihadistes pour renverser le gouvernement syrien. La lutte contre le terrorisme passe par un retour sur la face cachée des conflits, afin de comprendre la logique et la stratégie du terrorisme moderne. Un livre sans concession qui condamne une certaine hypocrisie occidentale et décrypte les insuffisances du renseignement et de nos décisions pour nous pousser à porter un regard plus critique et mieux informé sur les conséquences de nos propres actions. Jacques Beau, auteur de ce livre, est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisses. Engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits, il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence tels l'Encyclopédie du renseignement et des services secrets, publié chez Lavozel en 2002. Deuxième ouvrage, La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, publié aux éditions du Rocher en 2003. Et troisième ouvrage, Encyclopédie des terrorismes et des violences politiques, publié chez Lavozel en 2009. Ça, c'est une présentation succincte de l'ouvrage. Et dans la première partie de l'ouvrage, Jacques Beau étudie en particulier les grands acteurs de la lutte antiterroriste et même, à la limite, les grands acteurs du terrorisme international. Je voudrais maintenant vous donner un extrait de ce que Jacques Beau nous dit. De ce que Jacques Beau nous dit, eh bien, des États-Unis. Il y a tout un petit chapitre consacré aux États-Unis qui est intitulé « Une histoire de manipulation ». Lecture de ce chapitre, qui n'est pas très long, pour l'Afrique des libertés. Plus particulièrement depuis le 19e siècle, les États-Unis ont été un objet d'admiration, de fascination et d'espoir pour les Européens, auquel s'est ajouté dès la fin de la Seconde Guerre mondiale un profond sentiment de gratitude.
La crainte de l'Union soviétique et d'une troisième guerre mondiale a non seulement renforcé ces sentiments, mais a également généré une confiance quasi aveugle des Européens envers les capacités militaires américaines, créant une véritable dépendance intellectuelle qui persiste encore aujourd'hui. En réalité, sur le plan militaire, malgré une grande opulence matérielle, les capacités opérationnelles américaines sont inefficientes et inefficaces. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à part quelques victoires à la Pyrrhus dans des conflits de dimension tactique opérative, comme l'invasion de la Grenade, du Panama à la libération du Koweït, les forces armées américaines ont été relativement inefficaces dans les conflits nécessitant une approche stratégique complexe, dépassant l'usage de la force brute. Entre parenthèses, Vietnam, Somalie, Afghanistan, Irak, Syrie, avec un coût humain disproportionné. Ce fut le cas avec l'emploi des 2 premières bombes nucléaires sur le Japon en 1945, comme devait le confesser le général américain Dwight Eisenhower, ancien commandant suprême des forces alliées en Europe et président des États-Unis. Citation, voici ce que dit Eisenhower. Il était contre l'utilisation des 2 bombes, pour 2 raisons. Premièrement, les Japonais étaient prêts à se rendre, et il n'était pas nécessaire de les bombarder. Deuxièmement, je détestais voir notre pays être le premier à utiliser de telles armes. Fin de citation. Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, les insuffisances du commandement américain et la brutalité des frappes contre les civils en France, en Belgique et en Allemagne ont fait craindre aux Américains que leur crédibilité ne s'effondre après le conflit et que l'Europe puisse se retourner contre eux. Ainsi, dès avril 1945, une opération de désinformation considérable est organisée par l'Office of War Information, OWI, et bien documentée aujourd'hui. Elle visait entre autres à faire oublier les crimes américains en accentuant les horreurs attribuées à l'Allemagne. Il faut lire pour cela le livre de Daniel Lerner, Psych War, Psychological Warfare Against Germany, D-Day to V-Day, avec George W. Stewart en 1949. On continue. Les crimes de guerre américains, parmi lesquels l'extermination de plus d'1 million de prisonniers de guerre allemands dans les camps français et belges entre 1945 et 1946, et le viol de quelques 3500 femmes et enfants français et 11 400 femmes et enfants allemands entre 1944 et 1945, entre parenthèses, la plupart traités avec complaisance par la hiérarchie américaine et impunis, fin de parenthèse, passeront ainsi à la trappe de l'histoire. Et là, M. Beau cite Mme Freda Otley dans son ouvrage The High Cost of Vengeance, Henry Regnery Company, Chicago, 1949. Voici ce que dit Freda Otley. Un remarquable professeur américain que j'ai rencontré à Heidelberg exprime l'idée que les autorités militaires des États-Unis, lorsqu'elles sont entrées en Allemagne et ont vu les terribles destructions causées par nos bombardements, c'est-à-dire les bombardements américains, on craint que la connaissance de ces faits provoque une révolution de l'opinion en Amérique et puisse empêcher la mise en œuvre de la politique de Washington pour l'Allemagne, en réveillant la sympathie pour les vaincus et en dévoilant nos crimes de guerre. Ceci, pense-t-il, est la raison pour laquelle une complète flotte d'avions a été utilisée par le général Eisenhower pour amener des journalistes, des parlementaires et des ecclésiastiques voir les camps de concentration. L'idée étant que la vision des victimes affamées d'Hitler effacerait de leur conscience notre propre culpabilité. Cela a certainement fonctionné ainsi. Aucun journal de grande distribution américain actuel n'a décrit les horreurs de nos bombardements ou décrit les conditions dans lesquelles les survivants vivent dans des ruines pleines de cadavres. Les Américains ont été abreuvés uniquement par les atrocités allemandes. Fin de citation.
Dans l'euphorie de la victoire, de la reconstruction et sur un fond de guerre froide, la communauté internationale occidentale a complaisamment accepté cette distorsion qui s'est imposée dans nos livres d'histoire. Par la suite, les États-Unis n'ont guère eu de scrupules à utiliser les mêmes ressorts pour justifier l'usage de la force et y entraîner leurs alliés européens. Si formellement les États-Unis ne peuvent entrer en guerre que sur décision du Congrès, le président, en tant que chef suprême des forces armées, a la possibilité de contourner cette décision et d'utiliser la force, notamment en cas de danger imminent ou de légitime défense. Ainsi, les présidents américains ont dû soit attendre un événement qui leur donne le droit d'entrer en guerre, soit le provoquer. Force est de constater que pratiquement chaque conflit où les États-Unis ont été impliqués a débuté soit par une opération clandestine, souvent de nature criminelle, soit par une manipulation visant à faire passer les États-Unis pour les victimes d'une agression, permettant ainsi de forcer la main du Congrès. Alors, Jacques Beau se met à donner des exemples. En 1898, une explosion accidentelle à bord de Lewis, Maine, provoque 255 morts américains et son naufrage dans le port de la Havane. La cause en est attribuée à l'Espagne et sert de prétexte à l'entrée en guerre des États-Unis qui conduira à la conquête de Cuba, des Philippines et de Guam. On apprendra en 1980 que la cause était en réalité une explosion à l'intérieur du navire et que l'Espagne n'avait aucune responsabilité dans l'incident dont on ignore encore s'il a été accidentel ou délibéré. Tiret suivant. En 1915, le naufrage du paquebot Lusitania, 1200 morts, navire civil utilisé par les États-Unis alors neutres pour convoyer clandestinement et en violation des conventions internationales concernant la neutralité en cas de guerre du matériel militaire vers la Grande-Bretagne, a été causé par l'explosion d'une partie des 3 tonnes de munitions à bord. Le torpillage par un sous-marin allemand qui a servi de prétexte à l'entrée en guerre des États-Unis reste un sujet de controverse. Son passage dans une zone déclarée de guerre sans escorte, infestée de sous-marins allemands, le condamnait irrémédiablement. Les affirmations selon lesquelles les services de renseignement américains auraient glissé aux services allemands l'information selon laquelle le paquebot transportait des munitions afin d'en provoquer le torpillage restent contestées. Tiret suivant. En 1941, l'attaque contre Pearl Harbor par le Japon n'est pas arrivée de manière totalement inattendue. Non seulement les États-Unis avaient déjà engagé en Chine, dès 1940, une unité d'aviation américaine opérant sous cocarde chinoise, les Tigres volants, laquelle avait déjà abattu quelques 100 avions japonais avant décembre 1941, mais encore, ils avaient imposé au Japon un blocus des importations de pétrole, notamment en lui interdisant l'accès au canal de Panama. De plus, les préparatifs japonais pour l'attaque contre la base aéronavale de Pearl Harbor avaient été détectés, mais non communiqués, à l'amiral Husband Kimmel, commandant de la flotte du Pacifique, qui avait été délibérément désinformé par un mémo présidentiel sur la nature de la menace sur la base. Cette attaque a permis de justifier l'entrée en guerre des États-Unis. Tiret suivant. En 1950, l'attaque de la Corée du Nord a été provoquée par des opérations clandestines menées conjointement par la Corée du Sud, la Chine nationaliste, Taïwan et les États-Unis dès 1949. Le 13 mars 1962, le président du Joint Chief of Staff, Lemnitzer, signe un document top secret intitulé « Justification pour une intervention militaire américaine à Cuba », qui propose de créer des incidents suggérant l'implication de Cuba, justifiant ainsi une intervention américaine contre le régime castriste. Parmi les suggestions avancées, la menace d'attentats terroristes dans la région de Miami ou la destruction en vol d'un avion de ligne américain. Connu sous le nom de Code Northwoods, ce document est souvent évoqué comme un possible modèle pour les attentats du 11 septembre. Tiret suivant. Le 2 août 1964, une prétendue attaque à la torpille contre le navire américain Hughes Maddox par des vedettes nord-vietnamiennes sert de prétexte pour justifier l'intervention américaine au Vietnam. Ce qui restera dans l'histoire comme l'incident du golfe du Tonkin n'a en fait jamais eu lieu. Plus récemment, au Moyen-Orient, toute une série de falsifications et d'impostures
destinée à influencer le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le Congrès américain permettent aux États-Unis d'entrer en guerre en contournant les procédures légales. Oubliées en Occident, mais bien présentes dans la littérature et l'esprit des islamistes, pour qui elles constituent une preuve de la mauvaise foi occidentale, elles ont contribué, de manière significative, à la radicalisation des rapports entre Occident et Islam, y compris en Europe. En 1991, la mystification de la mise à sac de la maternité de Koweït City. En 2001, le prétexte du rôle des talibans dans les attentats du 11 septembre. En 2003, l'imposture des armes de destruction massive pour attaquer l'Irak. En 2013, l'imposture de l'usage d'armes chimiques pour justifier une intervention contre le régime syrien. En 2014, l'imposture du groupe Khorasan pour justifier l'intervention américaine contre le régime syrien. Au final, depuis plus d'un siècle, les États-Unis ne sont jamais entrés dans un conflit majeur sans en avoir créé les conditions au préalable. La méthode est pratiquement toujours la même et comprend 3 ingrédients essentiels. Premier ingrédient, un adversaire, présenté comme suffisamment dangereux, irrationnel et impitoyable pour justifier moralement sa destruction par la force, voire la violation du droit international. Deuxième ingrédient, un incident ou une menace qui place les États-Unis dans une posture de légitime défense. Troisième ingrédient, une cause consensuelle, avec un objectif qui transcende l'usage de la force. Démocratie, droit international, droit de l'homme, et qui culpabilise ceux qui ne seraient pas déterminés à embrasser cette cause, selon le principe de « avec nous ou contre nous ». Mes chers amis, je tenais à vous donner dans cet ouvrage lecture intégrale de cet extrait. Pour amener les Européens, les Américains, les Asiatiques et les Africains de mes amis à bien réfléchir à ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde. Je vous invite à commander ce livre, à le lire et à le stocker dans votre bibliothèque, d'autant plus que le livre est hyper documenté. Les notes de bas de page de ce livre sont une mine d'or pour tous ceux qui veulent comprendre la manipulation terroriste dont l'Afrique est victime aujourd'hui. Car le modèle américain utilisé en Irak, utilisé en Syrie, utilisé au Vietnam, c'est ce modèle-là qui est utilisé actuellement en Afrique. Il faut donc se documenter pour comprendre l'usage du terrorisme dans les stratégies de domination du monde, afin de mieux comprendre comment les Africaines et les Africains doivent y résister. Lisant ces choses-là, je ne pouvais pas les garder pour moi ce matin. Et comme vous le savez, ils sont en train de prendre en Europe des mesures répressives contre la liberté d'expression. J'ai décidé, pour faire face à cette stratégie punitive totalitaire, j'ai décidé de baser l'essentiel de mes communications sur les réseaux sociaux, d'abord et systématiquement, sur la mise en avant de la documentation existante et non condamnée. Je recommence. Et j'en profite pour suggérer cela à toutes les Africaines et à tous les Africains qui communiquent sur les réseaux sociaux. Une loi européenne a été prise il y a quelques jours, qui a pour but, en fait, de nous empêcher tous de nous exprimer sur les réseaux sociaux. Nous qui promouvons l'éveil et l'émancipation des consciences, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout. Ils ont décidé de se doter d'une législation qui leur permettrait de fermer d'autorité les comptes sur les réseaux sociaux de ceux qui contestent leur hégémonie. Au motif que ces comptes-là seraient coupables de diffamation. Alors, je voudrais vous informer que la bonne méthode pour leur faire face, c'est que désormais, quand vous avez quelque chose à dire, commencez par publier massivement de la documentation sur ce dont vous allez parler. Car la publication de la documentation, est en réalité la meilleure façon pour contrecarrer leurs allégations de diffamation. Vous qui faites des vidéoconférences en direct,
sur des sujets concernant l'actualité politique africaine. Faites un effort supplémentaire. Précédez toujours et accompagnez toujours désormais vos interventions d'une masse documentaire, d'une masse archivistique puissante. C'est cela qui vous rendra difficilement vulnérable par leur stratégie de musellement des libertés d'expression. Voilà assez brièvement ce que je voulais partager avec vous, en cette fin de matinée. Je continue à dévorer ce formidable ouvrage. Et chaque fois que de nécessité, je viendrai ici faire pour l'Afrique des libertés des lectures d'extraits. Parce que l'une des faiblesses de notre continent et de cette diaspora, c'est que nous ne lisons collectivement pas assez. Nous ne lisons et ne faisons collectivement pas assez lire. Nous devons élever le niveau de tous nos concitoyens et par conséquent inciter à reprendre le chemin de l'école permanente. L'humanité est une espèce qui ne peut se réaliser que dans l'école permanente. L'homme est un éternel apprenti. La douleur est son maître, disait le poète. Portez-vous bien, mes chers amis. Et à plus tard, pour d'autres extraits croustillants. Chaque fois que je trouverai un extrait dont la force est de nature à contribuer à notre éveil collectif, je m'imposerai le devoir d'en donner lecture et d'en donner commentaire. Portez-vous bien. Et merci de partager ceci. Le livre est du colonel Jacques Beau. Je vous mets ici la 4e de couverture pour que vous puissiez, en figeant votre écran, lire vous-même la 4e de couverture. Et vous pouvez le commander. Pour ceux d'entre vous qui ont des cartes bancaires, c'est facile. Vous allez sur Amazon, vous commandez, vous vous faites livrer chez vous. Excellent vendredi et à plus tard. Merci encore.